Ça m'angoissait beaucoup d'ouvrir mon compte en banque tous les mois. Ah ouais. Ouais. Tu vois, il y a encore des foyers où ils font 50-50 quand le mec gagne 50% de plus. J'ai pas la culture de la gestion administrative et de la gestion de l'argent. Par contre, j'ai la culture de comment faire de l'argent. Hello tout le monde, bienvenue dans Flouze. On est là pour parler d'argent sans tabou et sans pression. Ici, toutes les questions et surtout toutes les réponses sont acceptées et écoutées. Parce qu'on le sait, l'argent est un sujet qui peut fâcher et on souhaite changer ça. Et justement, aujourd'hui, je suis ravie de recevoir une invitée qui n'a pas peur de parler d'argent, c'est Nina Ramen. Hello Nina. Hello, je suis ravie d'être là. Et bien sûr, on ne la présente plus, je suis toujours en compagnie de Sandra, notre experte bancaire qui saura nous alimenter en conseils et chiffres intéressants. Hello Sandra, ça va ? Bonjour à toutes les deux. Avant de commencer, Nina, j'ai une première question qui va tout de suite nous mettre dans l'ambiance. Sandra la connaît par cœur. Apparemment, parler d'argent, c'est tabou. Je ne sais pas si ça l'est pour toi, en tout cas pour 48% des Français quand même, c'est le cas. En tout cas, 48% des Français jugent l'argent plus tabou que la politique ou le sexe. Alors, tu te situes comment, toi, Nina, si je te demande, par exemple, combien tu as sur ton compte bancaire là tout de suite ? Moi, je suis 100% à l'aise. Et d'ailleurs, j'adore parler d'argent. Donc, c'est un sujet, c'est d'ailleurs pour ça que je suis très heureuse d'être là, c'est un sujet que je trouve qui vient concentrer tellement de choses, tu vois. Ouais. Et tu disais que l'argent, c'était plus tabou que la politique, mais l'argent est politique. Et souvent, vrai. Dans le sexe, l'argent intervient d'une manière ou d'une autre. Tu vois, quand tu regardes les rapports qu'il peut y avoir de domination entre les femmes et les hommes, le fait que les hommes gagnent entre 20 et 25% de plus que les femmes, tu vois. Donc, en fait, l'argent, dans tous ces sujets-là, il est déjà présent. Donc, je peux te répondre sur combien j'ai sur mes différents comptes en banque. Si tu veux, on va rester sur le compte courant peut-être. J'ai différents comptes en banque, donc j'ai mon compte en banque personnel, mon compte en banque conjoint, et j'ai mon compte en banque que j'appelle plaisir. Donc quand tous les mois, vu que je suis entrepreneuse, c'est moi qui fais mes propres virements de salaire, et ce virement-là est automatiquement dispatché il arrive donc sur un compte en banque et il est dispatché sur le compte joint et sur le compte plaisir. Ça va être une bonne élève, ça, Sandra. Oui, c'est une très bonne élève parce que ça fait partie des astuces qu'on va communiquer après. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, pour l'épisode ? J'ai anticipé. Donc ça, c'est 3 comptes en banque que j'ai déjà personnels. Et sur ma société, j'ai la même chose. J'ai le compte en banque, j'ai le compte courant de ma boîte. Et de la même manière, j'ai ce qu'on appelle le report à nouveau, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai sorti comme bénéfice les 2 années précédentes. Et ça, je les remets en fait dans la boîte régulièrement. Et donc, qu'est-ce que j'ai récolté entre guillemets bénéfice de mes années précédentes. Et comme ça, je sais que c'est juste le bénéfice que j'ai. Et voilà. Le reste est en trésor. Ça permet de ne pas avoir un rapport biaisé à l'argent en visualisant de façon très simple, très rapide ce que tu as, ce que tu peux te permettre aussi de dépenser finalement. Ouais, c'est exactement ça. Je trouve ça très difficile de compter. J'ai eu un rapport à l'argent où pour moi, c'est extrêmement difficile de compter, regarder, noter toutes mes dépenses sur un carnet. Je ne me vois pas du tout faire ça. Et tu vois, cette astuce d'avoir plusieurs comptes en banque, je la trouve assez simple, ou plusieurs comptes dans une même banque, mais je la trouve hyper simple parce que tu vois la limite. Et donc, pour te répondre... roulement de tambour. Si tu veux, on peut répondre. Mais tu vois, par exemple, dans mon compte courant personnel, j'essaie d'avoir entre guillemets le moins d'argent possible parce que j'essaie de placer et de me virer depuis ma boîte le minimum d'argent. Donc, je sais pas, sur mon compte perso, je dois avoir, là, j'ai 1 000 € ce mois-ci. Tu vois. Donc, parce que en fait, je sais que je me vire exactement ce dont j'ai besoin et que le reste reste sur le compte de ma boîte. Et par contre, si j'ouvre le compte de ma boîte, là, hop, bam, 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 j'ai... Hop. C'est historique ce qu'on vit comme moment là, Nina. Tu sais que tu seras peut-être... Merci de ta confiance, Nina. Parce que pour moi, c'est normal, en fait. Tu vois, j'ai un rapport tellement... tu vois, je trouve que l'argent ne dit rien de toi. C'est un flux, en fait. C'est un échange, c'est quelque chose qu'on va... et ça ne dit rien de ta valeur, ça ne dit rien de plein de choses, tu vois. Et d'ailleurs, dans ta boîte, tu peux avoir plein d'argent sur ton compte en banque. Donc là, j'ai tous les comptes confondus, j'ai 530 000 €
Voilà, 530 438. Voilà. Bravo, Emilia. Tous les comptes confondus. Tu Donc peux ça, c'est être le fière compte de de ma ça. boîte, tu vois. Et ça dit rien parce que, en fait, en réalité, ça dépend du nombre de charges que je vais payer tous les mois. Donc voilà. Donc pour moi, c'est tellement juste une mesure de quelque chose et un flux que j'ai plutôt ce rapport-là avec l'argent. Oui, qui te permet de créer, de partager, mais qui ne te définit pas. Et je pense qu'effectivement, le souci, c'est quand l'argent commence à définir une personne d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est terrible. C'est intéressant quand tu parles de ton rapport à l'argent et le fait que toi, tu ne sois pas du tout quelqu'un qui notera sur un petit papier. J'ai un peu envie de comprendre d'où vient ta culture autour de l'argent. Est-ce que tu te rappelles... Pardon. Est-ce que tu te rappelles du tout premier salaire que tu t'es versé ? C'est quand même un moment important, ça, dans la vie d'une jeune adulte. Oui. Alors, je suis sortie d'une école d'ingénieur, donc j'avais un bac plus 5 quand je me suis lancée dans le monde du travail. Et j'ai pas entrepris tout de suite, j'étais salariée. Ouais. Et mon premier job, c'était chasseuse de tête, donc consultante en recrutement. Voilà, c'est plutôt du recrutement pour l'industrie agro, pharma et cosmétique. Donc mon but, c'était d'aller faire le lien entre des clients qui recherchaient des profils et des candidats qui potentiellement cherchaient du job. Et donc, je devais aller chasser les meilleurs profils pour les mettre dans l'industrie. Et comme j'étais scientifique, c'était assez facile pour moi de définir les profils. Et donc, mon premier salaire, c'était 26 000 € par an. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, très rapidement, j'ai compris le rapport avec l'argent. Ça a beaucoup conditionné mon rapport avec l'argent parce que j'avais des primes sur objectif. D'accord. Et donc, j'avais une partie de mon travail qui était commerciale, c'est-à-dire que je devais placer des candidats. Et à chaque placement, en fait, l'entreprise touche entre 10 et 30% du salaire annuel brut du candidat. Oui, ce qui n'est pas négligeable. Donc ça, c'est ce que la boîte, en fait, facturait aux clients. Okay. Et sur cet argent-là, en fait, moi, derrière, j'avais une prime. Et d'ailleurs, c'était une prime collective pour tout le bureau. Donc, j'avais une prime. Et cette prime-là, elle impactait combien je gagnais. Et donc là, tu vois, j'ai eu très vite un rapport avec l'argent qui est « Ah, OK, et c'est marrant. Du coup, si je fais plus de placements, je peux avoir plus d'argent. » Et donc, j'ai commencé à comprendre que c'était un jeu, en fait. Et j'ai commencé à voir ça comme un jeu. OK, c'est intéressant. Et lorsque tu t'es mise à ton compte et que tu as créé ta société, ce salaire-là que tu t'es versé, il devait avoir un goût un peu différent, un peu particulier, non ? Je pense que je ne réalisais pas à quel point c'était possible de faire de l'argent par moi-même. Je ne réalisais pas que potentiellement, j'avais besoin de personne. Et à l'époque, j'étais salariée et je vivais assez mal cette situation parce que j'étais dans un environnement qui ne me convenait pas, assez toxique. Et je n'osais pas partir parce que j'avais le projet d'avoir un enfant. Et comme je voulais avoir un enfant et qu'on te dit tout le temps, oui, mais en fait, quand tu veux un enfant, il faut rester en CDI. Et oui. Je restais en CDI malgré le fait que j'étais pas heureuse, donc j'avais la boule au ventre tous les matins, etc. Et je n'osais pas partir. Et à un moment, je me suis pointée au bureau et ils avaient viré tous mes collègues. Waouh. Et là, je me suis dit, je pense que je vais partir. Je faisais pas partie des personnes qui étaient virées, mais bon, j'ai décidé de partir à ce moment-là. Et je me dis, tant pis, pour le projet de bébé, on verra bien plus tard, etc. Donc, je pars. Et 2 semaines après, je découvre que je suis enceinte. Et donc là, je me dis, je vais pas aller chercher un nouveau job, un nouveau CDI pour aller dire au moment de la validation de la période d'essai, et au fait, je suis enceinte. Et ça, c'est une réalité que plein de femmes, elles vivent. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, pas le choix, vas-y, t'as 9 mois pour faire une boîte rentable. Et donc, arriver au niveau de salaire que t'avais. C'est intéressant quand tu dis... Beau challenge, quand même. Tu peux être fière de toi. 9 mois pour faire une boîte, donc toi, t'as accouché de 2 bébés à la fois, finalement. Complètement, complètement. Ouais. Quel était le plus dur ? Quel était l'accouchement le plus long et le plus pénible ? Le métier de maman, de mère, ouais, je le trouve tellement difficile. Parce que il n'y a pas de mesure, tu vas en parler d'argent, mais en fait, tu vois, quand tu lances ta boîte et que tu donnes le bon produit aux bonnes personnes, et tu vois, si tu résous un vrai problème pour ces personnes, elles sont prêtes à te payer, tu vois, peu importe où est-ce que ton produit se situe dans la gamme de prix. Mais si tu résous un problème, grosso modo, la transaction, c'est OK, tu résous un problème, je te donne de l'argent, on échange, tu vois. Mais quand tu arrives avec un enfant, tu vois, je trouve que l'argent, en fait, finalement, il sécurise beaucoup parce que tu te dis, si ça marche, il y a de l'argent et la transaction est bonne, tu vois, et ça veut dire que c'est OK. Mais quand tu arrives avec un enfant, tu es là, en fait, là, on peut rien mesurer. On peut pas mesurer son bonheur, on peut pas mesurer comment il va, on peut pas mesurer. Et donc, ça devient un apprentissage qui est beaucoup moins objectif. Et donc, le fait de pas
pouvoir mesurer concrètement comment ça va. Je trouve que ça me donne beaucoup de peine. Ouais, je trouve que c'est assez difficile. C'est intéressant et on sent l'ingénieur en toi qui réfléchit avec des chiffres. Et je pense que le fait d'être maman, c'est aussi une notion de lâcher prise qui est très intéressante, qui n'est pas nécessaire dans tous les domaines, mais qui doit aussi t'apporter beaucoup. Et j'entends ce que tu dis à travers ça. Alors moi, j'ai une question sur tes multicasquettes. Tu es à la fois entrepreneuse et créatrice de contenu. Comment est-ce que tu gagnes concrètement ta vie aujourd'hui ? Comment se fait, tu vois, est-ce que tu as plusieurs types de revenus ? Comment est-ce que tout ça s'organise ? Ouais. Effectivement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à créer du contenu sur Internet. Créer du contenu, c'est globalement... moi, je l'ai fait surtout à l'écrit, mais bon, on pourrait le faire en vidéo, etc. Enfin, bref. En podcast aussi. Voilà, en podcast, exactement. Et il y a des gens qui sont intéressés à ça, j'ai créé une communauté. Et ce qui est marrant, c'est que je l'ai fait sur LinkedIn à l'époque où il n'y avait pas grand monde qui le faisait. Et donc, j'ai beaucoup importé ce qui se faisait sur Instagram et sur plein d'autres réseaux, sur LinkedIn, qui est quand même un réseau social sur lequel tu te dis, OK, c'est pas vraiment drôle, c'est un peu une CV Tech. Et j'ai beaucoup importé ça là-dessus. Donc, ça, c'est à peu près ce que j'ai fait. Un jour, j'en ai fait mon métier. Et aujourd'hui, je continue à créer du contenu sur LinkedIn, sur YouTube, sur Instagram. Donc, j'ai investi d'autres réseaux que je n'avais pas investi avant. Et en parallèle, j'ai monté une entreprise qui aide les femmes à développer leur business. Et qu'est-ce que je vends comme produit ? Aujourd'hui, j'en vends qu'un seul. Donc, moi, j'ai un peu une religion business. Ouais, j'ai un monoproduit qui s'appelle le Bootcamp. Donc, justement, pour aider les femmes à être plus visibles sur LinkedIn, à développer leur business sur LinkedIn. Il y en a beaucoup qui sont très bonnes dans leur savoir-faire. Elles sont excellentes dans ce qu'elles font. Elles peuvent être designeuses, elles peuvent être chefs de projet, mais en tant qu'entrepreneuses, elles ont du mal à aller trouver des clients. Elles ont du mal à se marketer. Elles ont du mal à prendre la place. Elles ont du mal à parler d'argent. Et donc, l'idée, au travers de la boîte que j'ai créée qui s'appelle Ramène ta fraise, c'est de les aider à investir les sphères de pouvoir et d'argent. D'où l'argent. Et notamment sur LinkedIn, à faire savoir ce qu'elles font. Et donc, j'ai un seul programme qui s'appelle le Bootcamp Ramène ta fraise, où elles viennent pendant 6 semaines. On les aide à développer leur faire savoir pour augmenter leur chiffre d'affaires, pour leur permettre de visibiliser leur expertise et de soit se lancer pour celles qui sont déjà lancées, soit dépasser le palier de croissance pour celles qui sont déjà lancées. C'est passionnant parce que j'imagine l'aspect sororité que tu engendres. C'est en non-mixité. Et oui. Et le fait d'être en non-mixité est pour moi une des manières de travailler qui a été la plus bénéfique paradoxalement, parce que ça permet à chacune de prendre l'espace. Prendre son espace. Ouais. Et c'est ce qui te rapporte le plus d'argent aujourd'hui ou c'est la création de contenu ? Alors, c'est ma seule manière de monétiser ma création de contenu. D'accord. Donc aujourd'hui, je ne te fais pas payer sur LinkedIn ? Non, très peu. J'ai quelques sponsors, mais c'est extrêmement rare. Et là, j'ai un canal, donc majoritairement sur LinkedIn, un produit qui s'appelle le Bootcamp. Et cette année, on fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Waouh, c'est impressionnant. Hein. Ouais. En 3 ans, là, l'année dernière, là, on a clôturé à 1 million. Et donc, on a à peu près une croissance qui fait x2 tous les ans. La première année, j'ai fait 171, après 400, un peu plus 400, et après 1 million. Parce que tu crois en ce que tu vends, tu l'incarnes et tu ne mens pas aussi. Je pense que ça se sent à travers ce que tu fais. Oui, je pense que j'investis beaucoup ce que je fais de pourquoi je le fais. Ouais. Et je pense qu'on vit dans un monde où les femmes sont encore... Enfin, la majorité des pauvres sont des femmes. J'ai envie de changer cette situation. Je le fais à ma manière parce que certes, je n'adresse pas toutes les femmes. Quand on parle sur LinkedIn aux entrepreneuses, c'est une toute petite partie des femmes. Mais je te donne un exemple. Une partie des bénéfices, 1% de nos bénéfices sont reversés à des associations qui œuvrent pour le droit des femmes. On a conscience du fait qu'on ne peut pas pouvoir aider toutes les femmes parce qu'on vend un produit qui coûte quand même 4 000 €, mais on donne accès à toutes les femmes à notre contenu. Donc, on a beaucoup de contenu gratuit, notamment des challenges, où on aide les femmes, qu'elles puissent ou pas se payer notre produit, à prendre la parole, notamment sur LinkedIn. Donc, ça se fait au travers de challenges où on les aide à prendre la parole, on leur fait faire un post par jour, on leur explique les codes, on leur montre comment elles peuvent se valoriser, comment elles peuvent valoriser leur expérience, même les salariés, pour le coup. Et donc, le fait de donner énormément, inconditionnellement, fait que je pense qu'il y a une vraie sincérité dans ce qu'on fait. Et aujourd'hui, oui, c'est ce produit-là, mais peut-être que demain, ce sera un autre produit ou peut-être après un autre produit. Donc ça, je pense que ça a beaucoup rayonné. Et au-delà de ce qu'on fait pour les entrepreneuses, on essaye aussi d'investir un maximum de sphères.
y compris celles dans lesquelles on n'est pas trop. Tu vois, là, on a donné à une asso qui s'appelle Tout à l'abri, qui a des femmes qui ont justement en difficulté de logement. Là, on a aidé Solimove pour aider les femmes qui sont victimes de violences conjugales à déménager. Donc ça, je pense que c'est aussi important de faire résonner ça. Bravo. Alors, on l'a un peu compris à travers tes différents comptes, mais j'ai quand même une question à te poser. Est-ce que tu dirais que tu sais gérer ton argent? Et surtout, est-ce que ça a toujours été le cas? Ça n'a pas du tout toujours été le cas. Ça m'angoissait beaucoup d'ouvrir mon compte en banque tous les mois. Ah ouais. C'était horrible. C'est vrai? Ouais. Horrible. Mais parce que tu avais peur du chiffre que tu allais voir? Tu avais peur de... En fait, j'avais la sensation que je ne maîtrisais pas. Ok. Et que j'allais découvrir quelque chose que je Sur ne... lequel tu... Ouais, surprise, quoi. C'est ça. Ouais. Un manque de confiance, en fait, que tu as eu sur une expérience bancaire passée ou quelque chose, je sais pas. Non, je pense que je savais... je n'avais aucune idée de ce qui rentrait et de ce qui sortait. Ok. Vraiment aucune. Ok. Et donc, j'ouvrais juste pas mon compte en banque. Ouais, bah oui. Est-ce que c'était le fait d'être salarié? Peut-être que ça te dépossède un peu de ce pouvoir-là. C'est bizarre à dire, mais lorsqu'on est salarié, il y a Tu presque... comptes sur quelqu'un pour te verser ton salaire, en Tu fait. vois Ouais, t'es moins maître, en tous les cas, du... Tu attends de le voir sur ton compte pour dire « Ok, j'ai eu ça ». C'est pas toi qui fais, effectivement... Ouais, en fait, je pense que c'est lié à plusieurs choses. Je l'ai compris après, mais j'ai compris plus tard que moi, j'ai été diagnostiquée avec un trouble de l'attention. Donc, et le trouble de l'attention s'appelle le TDAH, ça a été diagnostiqué par des médecins et tout. Et c'est vrai que ça t'aide pas à faire toutes les tâches admin, tout ce qui... En fait, j'ai vraiment vécu... J'ai compris plus tard pourquoi. C'est qu'aujourd'hui que je comprends pourquoi. Mais j'ai une phobie administrative, mais qui est incommensurable. C'est-à-dire que Comme beaucoup de gens. quand il y a Comme un le certain premier salaire, artiste. apparemment, il faut le déclarer aux impôts. Donc ça, j'ai compris ça très tard. Et donc, j'ai déclaré mes impôts, je crois que c'était de 2017 en 2019, parce que la première déclaration d'impôt, il faut remplir un CERFA, etc. Enfin, bref, il y avait plein de choses que je trouvais hyper difficiles. Alors là, je relie le compte en banque aussi à toute la partie admin, mais donc il faut verser des impôts. Donc il y avait des impôts qui venaient prélever sur mon compte. Et tous mes employeurs ont dû... tu sais, tu peux aller faire une saisie. Ouais, tous mes employeurs ont dû subir les pauvres parce que ça leur a donné de la paperasse, mais tellement je n'arrivais pas à maîtriser qu'ils sont venus saisir, les impôts sont venus saisir sur mon compte parce que je ne maîtrisais pas. Et donc, dans ces cas-là, ils passent par les employeurs. Et les employeurs, ça leur fait remplir des paperasses et tout, donc ils détestent ça. Ah oui, donc tu reviens de loin. Ah ouais, vraiment, c'est horrible. Ah ouais, non, vraiment, c'est l'enfer. On peut vraiment. compter ça quand même dans les petites galères financières. Mais c'est vrai que la première déclaration d'impôt est très, très compliquée pour tout le monde. Enfin, moi, je me souviens de ma première déclaration d'impôt. Si t'es pas accompagné, si t'as pas tes parents ou autres pour dire oui, pense à faire ça. La première, après les autres sont automatiques, donc je on sais en pas parle comment plus, vous le faites, mais moi j'appelle encore ma mère alors que j'ai 30 ans passés en disant t'as bien fait tes impôts parce que j'hésite un petit peu. Pauline, vraiment, je rajoute encore ça sur notre to-do à faire. Ça, et savoir si un légume est périmé et si je peux le manger. Non, je sais pas, on n'a pas... Non, ok, je suis toute seule. Bon, super. Mais moi, ma mère, elle est pareil que moi, en fait. Terrible. Phobie admin, pareil, j'ai hérité de son trouble de l'attention, je pense. Donc, t'as pas de culture de l'argent depuis toujours. C'est quelque chose que tu t'es forgé progressivement. Alors, j'ai pas la culture de la gestion administrative et de la gestion de l'argent. Par contre, j'ai la culture de comment faire de l'argent. Ah, pas mal. Voilà, parce que j'ai une famille d'entrepreneurs, et oui. commerçants. Okay. Et ma mère a monté plusieurs boîtes. Et j'ai vu ma mère me parler tout le temps de chiffre d'affaires, avec la clarté que le chiffre d'affaires n'est pas en fait combien tu vas te verser. Et donc tout ça a toujours été, a été assez limpide. J'ai aussi vécu ma mère déposer le bilan avec les équipes en pleurs à la maison dans le salon parce que tout le monde était trop triste que l'aventure se termine. J'ai pris le petit-déj avec les équipes aussi pendant qu'elle montait ses différentes boîtes. Et donc ça, si tu veux, mon père aussi est entrepreneur. Et donc, en fait, tout ça m'a baigné dans une culture de l'argent et m'a fait, quelque part, ne pas avoir de tabou avec l'argent. Oui, j'en suis certaine dans ce que tu dis et ce que tu racontes. Je pense qu'effectivement, c'est un premier frein qui détermine quand même beaucoup ses choix de carrière, notamment son malaise aussi à assumer le fait de vouloir gagner de l'argent. J'ai l'impression que chez les femmes, c'est quelque chose qui est particulièrement présent. Oui. Et chez toi, il y a comme ce voile qui s'est levé qui te permet de t'épanouir dans ce que tu fais. Tout simplement, en fait. D'où l'importance d'avoir des médias comme Flouze. Parce que plus tu es en contact avec des gens pour qui l'argent n'est pas un sujet, et plus, en fait, tu te rends compte que... tu te dis, mais oui, c'est vrai, pourquoi...
Je suis mon premier frein. Pourquoi j'en fais un tabou? Et au-delà de ça, je pense que même en entreprise, on ne te pousse pas à parler de ton salaire. Et d'ailleurs, il faut se poser la question, à qui profite le crime? Bien sûr. Et donc, quand tu as des salariés qui, en fait, entre eux, vont pas se dire leur salaire parce que, soi-disant, il y a un tabou du salaire, et que c'est aussi leur priver la possibilité de se rendre compte qu'en fait, ils sont pas payés pareil. Et notamment les femmes et les hommes, tu vois. Et quelque part, le fait de créer ce tabou-là, notamment en entreprise, c'est empêcher les gens de se rendre compte qu'ils ne sont pas payés pareil alors qu'ils font le même travail, et notamment les femmes, tu vois. Et donc, le fait de maintenir ce tabou aussi autour de l'argent, et là, je parle du salaire particulièrement en entreprise, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui ne sont pas entrepreneuses, mais bien sûr. C'est toujours se poser la question de si on lève le voile, qu'est-ce qui va se passer, quoi, tu vois, et finalement, est-ce que c'est vraiment à toi que ça va Est-ce que c'est pourquoi, en fait, on a ce tabou-là? Et c'est ça que je trouve hyper intéressant. Donc ça, c'est vraiment un sujet pour moi. Et le fait aussi d'incarner, en tant que femme, et le sujet de l'argent est pour moi aussi important parce que on a eu le droit d'avoir un compte bancaire que depuis les années 60. Okay, c'est quand même lunaire. Ma mère était déjà née, quoi. Tu vois, nos parents ont vécu ça, a priori. Et donc, t'as envie... Enfin, là, tu te dis, mais... En fait, ça fait pas si longtemps que ça. On a le droit d'avoir notre argent sans demander la permission ou de signature. À l'échelle du monde, c'est tellement peu, en fait, tu vois, que créer des discours où tu as des femmes qui parlent d'argent et qui investissent ce sujet, je trouve que ça peut être que bénéfique. Et surtout, à l'époque, les rares femmes qui avaient le droit d'avoir leur propre argent, c'était des filles de joie. C'était en fait que tu faisais quelque chose quand les femmes n'avaient pas le droit de travailler. Tu vois, c'était les seules qui avaient l'argent, c'était les sorcières, c'était les prostituées, et puis voilà. Donc en fait, il y a toujours ce rapport-là quand tu es une femme à te dire. Alors il y a deux choses. Il y a le premier, c'est de te dire, je suis héritière de toutes ces cultures-là, tu n'as pas le droit et les seules qui génèrent de l'argent, elles sont mauvaises et elles sont pas dans la société et il faut s'en méfier. Oui, c'est intéressant de se questionner sur soi et d'où on vient et son rapport à l'argent. C'est clair. Et donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est on est éduqué à être dans le care, c'est-à-dire dans le fait de donner inconditionnellement. Et tu parlais de maternité tout à l'heure. Mais en fait, les femmes, aujourd'hui, elles investissent 1 heure de plus de travail domestique par jour dans leur foyer. Et ça, c'est du travail qui n'est pas rémunéré, tu vois. Et donc, on a l'habitude de faire beaucoup de tâches sans forcément avoir de l'argent, que ce soit dans le foyer, tu vois, mais même manière, et même le travail émotionnel qu'on va pouvoir faire, etc. Et on a l'habitude de ne pas être rémunéré pour ça. Et donc, forcément, quand on doit parler d'argent, on se sent beaucoup moins légitime. C'est intéressant, ton aisance à discuter de tout ça. J'ai relevé que tu parlais de ta maman qui avait vécu une liquidation judiciaire. Est-ce que toi, tu as expérimenté des galères financières avant de réussir ? Hormis la saisie, donc sur les comptes des impôts. Oui, ce qui est déjà pas mal. Hein. Pour commencer une carrière pro, si les impôts nous regardent, on les salue. Mais pas qu'une fois, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé plein de fois. Rassure tout de suite les impôts. Es-tu à jour actuellement? Oui, c'est bon, je rassure les impôts, je suis à jour. Oui, ça m'est arrivé, mais plusieurs fois. Et puis avoir le RH qui m'appelle et qui me dit, bon, Anita. Ouais. Et puis, en fait, il y avait de l'argent sur le compte. Ouais. C'est juste que c'est dur pour moi de comprendre comment ça... C'est dur pour moi de comprendre comment ça marchait. Et puis la honte, un peu, pardon. Ah ouais. Ça, je pense que ça a été le plus difficile. Ensuite, ça a été la peur, quand j'ai quitté mon CDI, de me dire, je me lance. Comment est-ce que je vais réussir à générer de l'argent juste pour me vivre toute seule? À l'époque, je n'avais pas du tout l'ambition de faire une boîte et de faire des millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, tu avais un petit bébé in the making, quoi. Et je trouve que le plus dur, et pour être hyper transparente, c'est pas forcément la galère de l'argent en soi, mais c'est d'avoir dû, à ce moment-là, être à la fois hyper performante dans mon travail et hyper performante, entre guillemets, dans ma vie de mère. C'est-à-dire qu'en fait, pendant cette année-là, j'ai dû à la fois monter mon business et mes 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ce que je faisais à l'époque, quoi, pour, une fois que tu soustrais les charges, avoir un salaire qui était à peu près similaire à ce que j'avais avant. Et d'autre part, investir ce rôle de mère, c'est-à-dire découvrir ce que c'est, bosser quand même avec un enfant qui dort pas beaucoup. Avec un chamboulement hormonal par-dessus. Voilà, c'est ça, tu vois. Et ça a été pour moi de loin ma plus grosse galère. Et je trouve que ça aurait pu devenir une galère financière dans le sens où tu peux te laisser entraîner
par le fait que c'est tellement dur de ne pas dormir que si en plus tu dois aller te lever et faire de l'argent, je trouve que c'est tellement difficile. Moi, ça a été vraiment le choc de ma vie, quoi. Ah oui, je comprends. Et je me rappelle de notre discussion toutes les trois avant d'enregistrer cet épisode de Flouze. Hyper intéressant sur, tu sais, cette injonction qui date des années 80, qui était extrêmement positive à l'époque puisqu'elle était assez nouvelle de regarder la femme peut tout avoir et peut tout réussir. Ça a été nécessaire à un moment donné de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, mais aujourd'hui, je pense qu'il est aussi important d'accepter que on ne peut pas être partout sur tous les fronts, parfaite et cartonnée tout en même temps en tout cas. Et surtout, la question plus large qu'il faut se poser, c'est comment on peut aider les femmes à tout avoir. En fait, on peut tout avoir, mais sauf qu'on n'est pas aidé. C'est-à-dire qu'on sans aide, on avait une majorité du travail domestique, c'est-à-dire l'éducation des enfants, etc. Ouais. Et en plus, on est venu rajouter le travail marchand. Et donc, en fait, ça faisait la double journée. Là où il aurait été intéressant de réfléchir à comment nous délester davantage du travail qui repose sur nous, qui est le travail parental et le travail domestique. Et en l'occurrence, le congé parental de même durée, le congé maternité et paternité de même durée, je pense que c'est une des choses qui pourrait aider les familles à avoir un rapport plus équilibré sur ces deux sujets. Et pour parler de mon histoire, ce qui s'est passé, le fait d'avoir entrepris à ce moment-là, a fait que je pouvais un peu décider de mon congé maternité, ce qu'on appelait congé maternité, et mon conjoint a pris la même durée. Et donc, on avait fait, au bout de 2 mois et demi, la même chose. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est lui qui investit davantage les tâches parentales que moi. Mais tu te rends compte que ça a été la fondation de l'équité entre vous ? On vit dans un monde qui n'est pas équitable. Donc, dans notre couple, on essaie de rétablir les inégalités. Plus équilibré. En tout cas, on essaye de faire en sorte que c'est... Ouais. Mais malgré le fait, aujourd'hui, c'est vrai que c'est lui qui investit la majorité des tâches parentales. Mais j'en porte la culpabilité. C'est-à-dire qu'en fait, même si tu fais pas, tu te dis, ah oui, mais mon rôle de mère, était-ce le bon ? Tu peux jamais gagner. Quand tu vois, c'est soit tu perds, soit tu perds, en fait. Et donc, même quand tu n'as pas cette charge parentale, domestique ou mentale, bah, tu vois, il y a toujours cet enjeu de suis-je au bon endroit que de travailler autant que je le fais pour générer de l'argent. On parle d'argent. Suis-je au bon endroit de faire ça là où mon conjoint va récupérer Léon tous les soirs, va l'emmener chez le pédiatre, va faire ça. Et donc, il y a aussi cette culpabilité de générer de l'argent et d'être investi du fait de vouloir faire de l'argent et de le faire. Comme quoi, le chemin est long et il y a encore quelques petits verrous à déverrouiller. Sandra, je me retourne vers toi. Nina parle de sa façon de gérer son argent, qui est passionnante. Dis-moi, est-ce qu'il existe des méthodes pour gérer son argent en tant que freelance ? Tu sais, quand on n'a pas un salaire fixe. L'astuce, elle est vraiment top, c'est que quand tu reçois en fait un paiement d'une prestation ou autre, tu partages en fait ce paiement en plusieurs fois. Et donc, tu as un pourcentage qui reviendra à te verser ce salaire, tu as un pourcentage qui reviendra sur les charges et un autre pour les extras. Et en fait, tout de suite, tu vas prendre le réflexe de te verser au moins un petit truc. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis et merci de le partager parce que j'ai un ami qui est exactement dans cette situation et pour le coup, lui, il doit pas mal d'argent aux impôts. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il s'est versé l'argent de sa société, mais il n'a pas fait la provision des charges sociales. Donc, en fait, quand tu te verses 10, grosso modo, tu dois donner aux charges sociales à l'URSSAF 20, quoi. Voilà. Enfin, 100, tu dois donner 20. Voilà. Et en gros, lui, c'est ce qui lui est arrivé. Et je te rejoins dans ce que tu dis. Le fait de se verser de l'argent et de toujours provisionner ce que tu vas devoir donner à l'État, c'est hyper important. Et en plus de l'URSSAF, tu as aussi la TVA. Oui. Et donc, quand tu collectes la TVA, il faut penser à la redonner. Et ce que je trouve dur, c'est que ça dépend du volume que tu as vendu. Donc, si tu as 100 et que tu as vendu 100 et que le mois suivant, tu as vendu 20, en fait, ta TVA, elle est pas régulière, en fait. Je crois qu'on a trouvé notre nouvelle experte, puisque tout ce qu'elle dit, c'est dans les fiches. Ah, mais c'est trop dur. C'est formidable. Non, mais tu as raison. Je donne le problème. Après, j'ai pas de solution. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. En fait, effectivement, de bien aller anticiper en fait les charges que tu n'as pas identifiées au départ. C'est-à-dire que, l'autre astuce, effectivement, c'est d'aller déjà bien connaître son budget de charges fixes que tu gardes parce que, pour le coup, même si tu te lances en freelance, en auto-entrepreneur, en société, tu as quand même des charges fixes à titre perso, ton loyer, ton prêt immobilier. Donc, il faut bien déjà budgétiser celui-ci. Mais en plus de ça, il va falloir aller anticiper les charges non identifiées. Donc, tu le parlais très bien, la TVA, l'URSSAF.
qui sont des choses que tu ne connais pas au départ et qui, quand ça tombe dessus, ça fait un petit peu mal. Moi, je sais que j'ai un compte uniquement pour placer ma TVA en me répétant ce n'est pas mon argent. Parce que quand ça arrive sur son compte, c'est très flatteur. C'est pour ça que pas votre argent. C'est pour ça que dans les 500 000 € là, il y en a plein qui sont pas à moi d'argent. Surtout que là, on a des rattrapages de TVA à faire. Donc en fait, tu vois, cet argent-là, c'est vraiment dissocier l'argent de ta boîte et ton argent à toi, ou l'argent que tu vas devoir rendre à l'État et qui nous permet d'avoir des routes, des écoles. Voilà. Ce que j'allais dire, merci de financer ma prochaine carie. c'est fantastique. C'est ça. Mais je te rejoins là-dessus parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Et une autre chose qui m'a aidée, peut-être que c'est déjà dans les fiches, mais je le pose là, c'est juste faire mon budget. C'était hyper traumatisant pour moi parce que je sais pas. Quoi, traumatisant? Parce que je sais pas combien de fois je vais aller déjeuner dehors, en fait. Je vais prendre. Je sais pas, en fait. Effectivement, je te rejoins entre les charges fixes que tu peux payer, tes abonnements téléphoniques que tu connais, etc. Et le budget essence, le budget course, le budget resto. Quand tu les poses, tu as l'impression en fait qu'ils sont moins obligatoires, mais finalement, il faut quand même que tu les aies parce que sinon, tu peux plus manger potentiellement si tu fais pas de courses. Et quand tu le matérialises, c'est là où tu prends conscience en fait du montant des choses et tu te dis effectivement. Et puis ça doit te réguler aussi de visuellement voir en te disant mais attends, je sors quand même. Bien sûr. Par exemple, je commande beaucoup trop à emporter parce que quand on est dans l'action 20 € par-ci, 15 € par-là, ça semble peu, mais quand on fait un budget au mois, c'est assez délirant par moment. Tout à fait. Non, c'est très très important de visualiser son budget. Et ChatGPT, et c'est ce que j'allais dire. Moi, c'est ce que je fais. J'allais le dire. Moi, je le fais sur ChatGPT. En fait, j'étais vraiment dans cette insécurité. Je pense sincèrement avoir beaucoup progressé dans ma gestion parce que j'étais une catastrophe. Et ce que je tiens à dire aux personnes qui nous écoutent, c'est que si aujourd'hui elles ont peur d'ouvrir leur compte en banque, je les comprends. Et sachez qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Mais la première chose, c'est le fait juste de regarder ses dépenses et de les analyser a posteriori, sans essayer de se dire ok, c'est ce mois-ci que je vais essayer de gérer, sans jugement. Un jour, je me suis posée, je me suis dit vas-y, tu vas faire l'extract. Donc j'ai fait un extract de mon compte et j'ai regardé, j'ai attribué chaque dépense. En fait, j'ai fait un peu des postes de dépenses. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai ensuite demandé à ChatGPT. Et grâce à ChatGPT, je me suis fait des budgets personnels. Et après, sur la boîte, j'ai fait pareil. J'ai demandé à ChatGPT, ok, ce mois-ci, j'ai généré tant de chiffre d'affaires. Il faut bien lui dire à quel régime tu es, ton taux de prélèvement, parce qu'il faut faire attention. ChatGPT, il est capable d'inventer. Donc, ça remplacera jamais un vrai conseil. Mais en fait, disons que le fait d'avoir ChatGPT pour faire les budgets, ça m'a aidé à fond. Et derrière, de pouvoir lui dire, n'ai-je rien oublié de toutes les charges cachées, genre URSSAF, genre IS, genre CFE, enfin des choses que tu découvres dans l'entrepreneuriat. Et il a été super bon. Et derrière, ça m'a permis de voir combien tous les mois il fallait que je génère en chiffre d'affaires. Et le retour d'expérience que je voudrais faire, c'est qu'alors que c'était quelque chose qui m'insécurisait et qui m'angoissait, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus sécure. Et c'est assez paradoxal parce que je trouve que émotionnellement, c'est beaucoup de l'anxiété que je ressentais quand je devais ouvrir mon compte en banque. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus sécurisée par le fait d'avoir fait cette action. Et donc, écoutez vraiment les conseils, parce que... De Sandra, qui sont... et de Sandra, pour le coup. Non, mais de Sandra, parce que je trouve que juste se dire, vas-y, on va se poser 1 heure, on va faire mon budget, et ça va me donner combien de chiffre d'affaires il faut que je fasse, ça aide à te dire, OK, en fait, arrêter de remplir un puissant fond aussi en chiffre d'affaires. Et te dire, OK, toi, tu as besoin de temps par mois. Si tu fais... Tant que tu fais pas moins, c'est pas grave. Et donc, quelque part, ça sécurise beaucoup. C'est intéressant et je retiens, moi, ChatGPT, je le faisais de façon très simple par Excel, mais sans l'extract de mon compte bancaire. Et je pense que je vais... une analyse derrière. Ouais. Je vais faire ça en rentrant. Après, on a des banques aujourd'hui qui font effectivement de la catégorisation de tes achats, etc., où tu peux aussi... faire appui, on le dit, ChatGPT, ça reste de l'IA. Effectivement, tu as intérêt que ton prompt il soit hyper précis et tout. Mais pour les personnes qui l'utilisent moins, il ne faut pas hésiter aussi à se faire accompagner. Aujourd'hui, tu as des assos qui existent. Tu as des banques qui ont même des conseillers spécialisés. Enfin, vraiment, il y a plein de choses. Et puis, je pense qu'il faut surtout en parler en fait, autour de soi, parce que finalement, quand tu parles d'un sujet, tu te rends compte qu'un tel ou un tel a été confronté en fait, à ça et tu peux faire des échanges de bonnes pratiques. Je crois que Nina t'en parlait dans une des interviews que j'ai écoutées, c'est cette entraide en fait, entre femmes qu'on peut avoir sans concurrence. Ouais. Et je pense que ça en fait partie en fait, de se dire là, ce mois-ci, franchement, je ne sais pas comment faire, j'ai peur d'ouvrir mon compte en banque. Moi, j'ai fait ça et tout. Et ça peut aider, je pense aussi, de...
Ouais, c'est de la honte aussi sur le fait de... Moi, je sais, j'ai ressenti beaucoup de honte. Pas savoir gérer. Ouais, j'ai ressenti beaucoup de honte. Et puis, j'ai vu beaucoup ma mère pas savoir gérer son argent, pour le coup. Et ça m'a beaucoup insécurisée, pour le coup. Et j'avais pas de moyens, en fait, d'apprendre ça, quelque part. Et je pense que la honte, elle alimente l'anxiété, et puis, etc., etc. Et donc, en fait, on a des rapports qui sont très émotionnels à l'argent. Et ça fait monter dans les tours. Et même dans les couples, dans les familles. Ça fait monter dans les tours, alors que quand on arrive à poser des chiffres, on arrive à mesurer. Et quand on arrive à mesurer, on arrive à prendre des bonnes décisions. Bien sûr. Donc, je pense que ça, c'est hyper important. Et pour en revenir au fait de s'entraider entre femmes, on est éduqué à se détester. Quand on regarde les représentations des femmes dans les films, c'est des rivales. Mais depuis toujours, notre moyen de survie en tant que femme... Ça a été de se détruire les unes et les autres parce que les richesses étaient monopolisées par les hommes. Donc en fait, il fallait se battre pour les richesses étant les hommes, puisque nous n'avions pas la possibilité de générer des richesses par nous-mêmes. Et donc il fallait nous entretuer pour accéder aux richesses. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir la possibilité de générer de l'argent par nous-mêmes. Et tu le sens, toi, avec toutes les femmes que tu accompagnes sur cette liberté financière, qu'elles sont éduquées différemment ? Je connais même des femmes qui cachent leur compte bancaire à leur mari. Parce qu'elles gagnent trop. Qui cachent comment elles dépensent, les achats. Leurs dépenses et aussi combien elles gagnent et combien elles ont. Parce que, tu vois, il y a encore des foyers où ils font 50-50 quand le mec gagne 50% de plus. Donc, en fait, quand tu fais 50-50 sur tes dépenses et que le mec gagne 50% de plus, en fait, toi, tu t'appauvris. Donc, comment tu fais pour ne pas t'appauvrir ? Comment tu fais pour toi aussi mettre de côté ? Il y a aussi un autre phénomène qui a été théorisé sur les pots de yaourt. C'est Titiou Lecoq qui en parle. C'est quand il y a des dépenses ménagères, les hommes vont faire les plus grosses dépenses, et les plus grosses dépenses sont majoritairement les achats, par exemple, les investissements dans les voitures, dans les biens. Et donc, c'est les plus grosses dépenses, donc c'est eux qui vont les faire. Et puis, le jour où le couple se sépare, le mec part avec ce dans quoi il a investi, les meubles, les voitures, l'appartement, 50, 70, 100% de l'appartement. Et puis les femmes, elles repartent avec ce qu'elles ont acheté au quotidien, c'est-à-dire en général les courses. Les courses, l'alimentaire, puisque c'est elles qui font beaucoup ça. Et donc parfois, elles prennent de leur propre argent et elles repartent avec leur pot de yaourt vide. Et donc ça, ça a été très théorisé. Et donc effectivement, pour moi, c'est un vrai sujet. Et je le vois donc dans les femmes que j'accompagne, à la fois celles qui cachent leur compte bancaire, à la fois celles qui commencent à décoller professionnellement et pour qui ça crée des conflits dans leur couple. Oui. Des tensions, bien sûr. Des tensions, exactement. Je vois aussi celles qui n'osent pas demander plus, qui n'osent pas valoriser leurs prestations et le prix de ce qu'elles proposent. Je vois vraiment beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de déconstruire ça chez soi-même. Parce que là, je parle des autres, mais moi-même, j'ai du sexisme intériorisé. Moi-même, je me mets tout ça. Et celles qui nous écoutent, pour un peu déconstruire comment est-ce qu'on va se traiter les unes des autres comme des rivales, en fait, on va toujours dire « Ah, mais regarde celle-là, comment elle est habillée. Ah, regarde ça. » Est-ce que tu te ferais les mêmes réflexions pour un mec, tu vois ? Et donc, je trouve que 90% du temps, non. Et donc, ne serait-ce qu'essayer de s'écouter sa propre voix intérieure de comment, en fait, nous-mêmes, on traite les autres femmes, c'est une manière déjà de commencer à avancer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi de se dire on est toutes dans les mêmes galères. Et tu vois, on vit toutes, en fait, ces freins-là. Et traiter les autres comme des alliés, c'est déjà... commencer à renverser. Et de la même manière qu'on a intérêt à se souder quand on est salarié, à se donner nos salaires pour pouvoir aller mieux négocier collectivement, et c'est pareil avec les femmes, en fait. On a plus intérêt à s'entraider parce que collectivement, c'est comme ça aussi qu'on va réussir à se faire progresser. Et je terminerai par l'amplification, qui est une méthode utilisée par les collaboratrices d'Obama à l'époque. L'amplification, c'est les collaboratrices d'Obama qui se faisaient voler leurs idées par les mecs en réunion, tout le temps. Classique. Et donc, ce qu'elles ont fait, elles ont développé entre elles une stratégie qui était de réattribuer à la maternité d'une idée à celle qu'il avait eue en réunion. Et donc, ça peut donner « Ah bah oui, Marc, c'est intéressant ce que tu dis. Tu reprends l'idée de Sandra qu'elle a donnée à la dernière réunion. D'ailleurs, elle a dit qu'elle pouvait être implémentée en 3 jours. C'est une idée hyper intéressante de Sandra. Ah d'ailleurs, Sandra, est-ce que tu peux nous en dire plus T'avais dit quoi sur ça déjà ?» Et tu vois, tu réattribues la maternité de l'idée. Et donc ça, c'est aussi un moyen de redonner le pouvoir, la place.
Et quelque part, si Sandra a été suffisamment de fois citée, valorisée, oui, quand on pensera à une augmentation, on pensera à Sandra. Je pense que dans ces cas-là, moi, je me serais amusée à donner des fausses idées en réunion pour qu'ils les mettent en œuvre. Parce qu'ils récupèrent que les bonnes idées. Je retiens ce que tu dis et je retiens déjà de commencer par de la vulnérabilité, en racontant aussi ce qui ne se passe pas comme prévu parce que ça casse ce mur de perfection qui fait qu'on se sent honteuse, comme tu le dis, à parler d'argent, et aussi de transparence. Et ce qu'on fait là, je trouve que c'est tellement important. Je sais que chez Before Bank, vous avez sorti une étude sur le rapport à l'argent des Français, notamment sur les différences entre les femmes et les hommes face à l'argent. Ce que tu racontais, Nina, est-ce que tu peux m'en dire plus ? Bien sûr. Tout comme toi, je pense c'est vrai que c'est une problématique qui nous tient à cœur chez nous. Et en fait, on a, en partenariat avec l'Obsoco, sorti un baromètre financier qui avait pour objectif d'aller interroger en fait, les Français et les Françaises sur leur rapport à l'argent. Et puis, comme on est un peu curieux, en fait, on a été chopé 2-3 stats très différents, ou en tous les cas différents, entre les hommes et les femmes, qui révèlent finalement que les femmes et les hommes n'ont pas le même comportement à l'argent. Donc, c'est exactement ce que tu disais. Je vais parler vraiment en chiffres, en statistiques, donc je vais faire rappel à ton côté ingénieur. Déjà, effectivement, les femmes expriment plus un sentiment de précarité financière que les hommes. 66% disent avoir un faible niveau de bien-être financier contre 59% chez les hommes. Déjà, on commence à avoir une petite disparité. Ouais. Je vais dire on et pas que elles, malgré tout, parce que c'est un plateau de femmes. On se sent aussi, on est plus nombreuses en fait à se sentir stressées par les questions d'argent. Ouais. On a toujours ce truc un peu plus stressant. 27% chez les femmes contre 16% chez les hommes. Donc c'est plutôt pas mal. Et 42% seulement se sentent à l'aise avec les produits d'investissement financier et d'immobilier, de placement, etc., contre 56% en fait chez les hommes. Et là, effectivement, il y a un vrai constat qui ressort où il y a quelqu'un de très bien qui a dit un jour l'éducation est le meilleur levier d'émancipation. Tu connais cette petite phrase, Nina, ou pas ? Ouais, c'est moi qui l'ai dit. Ouais, parce que plus on comprend et plus on s'éduque et plus on fait par nous-mêmes. Parce que en fait, tu pourrais faire investir par ton mec, mais en fait, le jour où il n'est plus là, où tu veux te casser, comment tu fais en fait c'est lui qui a la thune, c'est lui qui a l'accès, c'est lui qui comprend. En fait, ça t'insécurise vachement, tu vois, de te dire faut que je parte. Et c'est lui qui a les commandes de tout. Donc, quelque part, le fait de comprendre, c'est permettre de faire par soi-même. Et quand on sait faire par soi-même, on n'a plus besoin d'obéir et puis on se détache aussi de beaucoup de choses. Il y a de la connaissance, de la confiance, exactement. Une solidité aussi qu'on acquiert en apprenant ce genre de choses. Tout à fait. Parce que sinon, on est dans une forme de passivité. Oui. On parlait d'éducation financière, effectivement, beaucoup dans les anciens numéros, mais pour tout en général. Mais effectivement, je pense que c'est la clé pour tous nos projets. Bien sûr. Parce que tu as une prise de confiance, effectivement, qui est que tu n'as plus besoin de t'appuyer sur un tel ou un tel pour te dire, c'est bon, ce que je fais, c'est le bon choix. Et quand bien même je me plante, c'est pas très grave, en fait. Je rebondirai et je ferai autre chose. Donc, je sais qui je suis, je sais où je vais aussi grâce à ça. Ouais. C'est très intéressant ton étude. L'étude est plutôt pas mal, ouais. C'est saisissant, ces chiffres. Je pense que ça commence dès l'enfance. Oui. Les filles, on leur donne moins d'argent de poche que les garçons. C'est vrai. On donne moins d'argent de poche aux filles qu'aux garçons. Donc déjà, rien que ça montre le conditionnement contre lequel on est en train d'essayer de lutter. Alors, je pense que parmi les personnes qui nous écoutent, il y a aussi des hommes. Donc, c'est aussi le cas dans le fait que je pense qu'on est de manière générale pas assez éduqués. Mais les femmes, encore plus, on leur dit, mais on leur donne moins d'argent. Donc, forcément, c'est fou, cette notion d'argent. Je sais que les différences interviennent dès l'âge de 2 ans où de nombreuses études ont été faites chez les petits-enfants et chez la sensation d'être différent selon son sexe. Sur les jeux qu'on propose aux enfants, etc. Je ne savais pas pour l'argent et ça, effectivement, ça s'appuie et ça renforce ce que tu dis, Sandra. Est-ce que tu as un autre conseil peut-être à nous donner ? Je sais que tu parlais des freelances tout à l'heure. Je trouve que c'est super intéressant. Avant de se lancer, peut-être. Effectivement, je pense que tu l'as peut-être vécu, Nina. Mais effectivement, il y a, je dirais, un seul mot avant de se lancer, c'est l'anticipation, en fait, et d'anticiper sur différentes choses. Les premières, ce serait d'aller bien se renseigner sur le statut qu'on veut avoir, parce que ce statut va derrière déterminer notamment la TVA, l'URSSAF, les impôts, etc. Donc déjà bien se renseigner là-dessus. Et après, en termes un peu plus peut-être pragmatiques, nous, on conseille d'avoir 3 à 6 mois
de charges fixes en épargne de précaution avant de se lancer, de façon à pouvoir vivre en fait les premiers mois sans pour autant se dire oh, j'ai mes charges à payer dès le premier mois, et en fait tu peux creuser un trou assez facilement. Donc vraiment avoir bien en tête finalement tes charges que tu dois payer, les budgétiser et les mettre de côté. Donc un projet, ça se prépare comme dans n'importe quel projet, hein. Bien sûr. Mais ouais, je pense que la clé, c'est vraiment l'anticipation sur ces petites choses-là. Tu as peut-être d'autres choses à rajouter, Nina, toi? Non, tu parlais de la maternité, on prévoit un landau, on prévoit tout ce qu'il faut, la valise avant de partir à la maternité. C'est donc un peu pareil pour une entrepreneuse. Un mot de la fin, Nina. Qu'est-ce que tu dirais, toi, typiquement, à une femme qui n'ose pas sur le plan argent, sur le plan business? Je dirais d'aller parler à des femmes qui l'ont fait. Quand tu parles à quelqu'un qui l'a fait, tu te rends compte que cette personne n'est pas si différente que toi. Qu'en fait, elle aussi, elle a eu des stress de... Elle n'osait pas payer les impôts pendant 2 ans, elle n'a pas payé ses impôts parce qu'en fait, juste, elle n'arrive pas à envoyer un cite personne. Non, mais tu vois, on compare toujours le résultat final à ce que nous, on est en train de dire. C'est-à-dire qu'on compare un bébé qui est en train d'essayer de marcher, c'est-à-dire toi qui vas te lancer, à quelqu'un qui fait du 100 mètres saut edge, saut de je sais plus comment on dit. Et donc, le premier conseil, c'est d'aller parler à d'autres personnes qui l'ont fait, d'autres femmes qui l'ont fait, et peut-être leur poser la question de comment elles se sentaient au moment où elles se sont lancées. C'était quoi leurs doutes et comment est-ce qu'elles ont fait pour traverser leurs doutes. Ça, pour moi, c'est hyper important parce que tu vas te rendre compte que ces personnes-là n'ont rien de différent de toi. Vraiment, elles ne sont pas plus intelligentes, elles ne sont pas plus... Mais c'est juste, ça désacralise. Elles n'ont rien de plus que toi, c'est juste que elles ont continué, elles ont essayé, elles ont fait. Et il n'y a pas suffisamment d'astuces, même si tu vas essayer de toutes les appliquer. La réalité, c'est que tu auras toujours peur. Et donc, la manière émotionnelle, c'est ça le complément que j'aimerais ramener. On a des manières un peu rationnelles de préparation. La manière un peu plus émotionnelle, c'est-à-dire de gérer en fait tes peurs, parce que c'est normal d'en avoir et que tout le monde a des peurs. C'est simplement comment tu vas les dépasser. C'est d'aller voir quelqu'un qui l'a fait et d'essayer de comprendre pour toi-même parler à ton propre émotionnel et à ta toi qui dit non mais tu n'y arriveras jamais, et arriver à discuter avec cette personne-là. Intéressant. Voilà. Je te propose avant la fin de jouer à 2 petits jeux. Oui. Le premier, c'est avec Sandra, et surtout Sandra d'ailleurs, notre experte. On va établir ton profil dépensier. Alors on a entendu ça et là quelques petites infos. Il est pas facile. On va aller facile. Un peu plus sur... J'ai hâte. Alors moi, je vais te poser des questions et la machine ChatGPT Sandra. Sandra GPT. Sandra GPT. Tu es plutôt économe ou flambeuse? C'est dur. Je dirais plutôt flambeuse. Un gros achat arrive. Est-ce que tu as peur ou tu as hâte? J'ai hâte. Tu donnes des tips, toi, dans les restos? Oui. Le manque d'argent, est-ce que ça te stresse? Oui. T'es du genre à mettre de côté ou à tout dépenser? Mettre de côté. Tes comptes, c'est plutôt un doc hyper précis, rien n'est laissé au hasard, ou alors qui vivra verra? J'ai appris, mais disons que de base, je suis plutôt qui vivra verra. J'entends ta voix dans ta tête qui dit « dis la vérité, Nina, oui, dis la vérité ». C'est clair. En fait, c'est dur parce que j'ai mis plein de stratégies en place, mais disons que de base, c'est qui vivra verra. Maintenant, j'essaye. Après, oui, effectivement, tu as des choses... Avec l'expérience aussi, où tu fais peut-être plus attention. C'est justement parce que je ne suis pas capable d'avoir un doc super bien fait que j'ai des comptes en banque, parce que moi, j'ai pas envie de... Je ne sais pas combien je dépense. Par contre, je sais que c'est sur un compte, et quand ce compte il tombe à zéro, il faut que j'arrête de dépenser des trucs de plaisir. En fait, c'est tellement, j'arrive pas à me contrôler, je suis obligée de mettre cet argent sur un compte, parce que je sais que s'il tombe à zéro, en fait, il peut tomber à zéro, donc c'est bon, il n'y a pas de problème. Tu vois, Sandra, elle commence à nous donner des infos là. Des infos intéressantes. Goût de luxe ou goût des choses simples? Goût de luxe, vraiment. Pendant les soldes, tu craques ou tu te maîtrises? C'est $1 pour moi, parce que quand je veux acheter un truc, j'attends pas qu'il soit en solde. Tu cuisines ou tu te fais livrer? Je me fais livrer. Les impôts, une hantise ou tu gères? Une hantise. Maintenant, j'ai des gens qui gèrent pour moi. Maintenant, mon axe, c'est faire suffisamment d'argent pour donner ce problème à quelqu'un d'autre. C'est ça le truc. C'est ce que je fais maintenant, en fait. C'est comme ça que j'arrive à survivre. J'entends. Je me retourne vers toi, Sandra. On a un peu de raisonner, mais je ne suis pas sûre que ce soit ce vrai profil. Je pense que le raisonner, c'est le profil public, on va dire.
Je pense qu'on a derrière toi, il y a quelque chose d'impulsif quand même sur les achats. Et alors, le petit jeu, c'est qu'en fait, chaque profil correspond à un animal. Et que toi, ton animal, ce serait la lionne. Oui, ça te va bien. Puisque quand il s'agit de dépenses, tu laisses tes émotions prendre le pas sur ta raison. Et tu as dit deux, trois choses qui font rappel. Et en gros, tu payes et effectivement, tu réfléchis plus tard. On n'a qu'une seule vie, comme dirait Gérald de Palmas, pour ne pas le citer en termes de référence. Il y a un petit axe d'amélioration, puisqu'on est quand même là pour donner des astuces. Bon, personne n'est parfait, ça on est OK. L'idée, en fait, c'est d'aller prendre le temps, finalement, avant d'acheter. Donc, d'être un peu moins compulsif. On pourra réutiliser la méthode bisou à l'occasion. Qu'on connaît, qu'on connaît. Mais ouais, ce serait plus ça, effectivement, ton profil. C'est le profil lionne de j'y vais, j'achète et puis on verra, quoi. Mais je pense que c'est aussi le profil qui a fait que la croissance de ma boîte est allée aussi vite. En fait, c'est assez marrant, mais tu vois, je trouve que dans ce profil-là, effectivement, il y a cette idée de on n'a pas le temps, il faut qu'on y aille, il faut qu'on aille vite. Et c'est ça qui a fait que la boîte a eu une croissance pareille, en fait, parce que c'est quand même, on a fait x2, voire x3 tous les ans. Donc le fait de j'ai pas le time, et en fait, on y va. Et ça, c'est le premier truc. Et le deuxième sujet, c'est aussi de se dire, je me suis dit, je vais pas essayer d'économiser, je vais essayer de gagner plus d'argent. Et au lieu d'essayer de réduire les dépenses, parce que j'ai un axe d'amélioration sur le fait de réduire mes dépenses qui est incommensurable. Vraiment, je sais que je pourrais largement réduire mes dépenses, mais l'énergie que je pourrais consacrer à ça, à chaque fois, en fait, j'ai fait le choix de me dire comment je peux gagner plus. Et donc, au lieu de prendre le temps de me dire comment est-ce que je peux plus prendre le temps de réfléchir et plus réfléchir à mes dépenses, ce que je devrais faire, certes, mais je me suis dit, bon, c'est là où je suis pas très bonne. On va faire ce en quoi je suis bonne, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut développer la boîte et réinvestir. Et donc, voilà, c'était la réflexion derrière. Et en complément de ça, dire que oui, je sais qu'il y a ce truc-là de dépense, mais il y a un monde où on arrive à faire suffisamment pour avoir des gens qui gèrent ces problèmes. Et je suis totalement d'accord sur le fait que prendre le temps d'analyser, maintenant j'essaye de le faire plus. Quand bien même j'ai quand même ce sujet-là. Tu vois, là, par exemple, je fais une dépense, je fais un investissement. OK, il y a 6 voire 7 chiffres dedans. Oui, c'est ça. Je me calme, quoi. Donc, mais c'est important, je pense, de prendre mais pour tout, de prendre le temps, effectivement, de la réflexion pour enfin, on le dit toujours, mais tu vois cette petite robe en vitrine, etc. Tu as un flash dessus. Si tu n'y repenses pas le lendemain, oublie-la. Si tu y repenses le lendemain, va l'acheter. C'est un peu c'est une vraie méthode, ça, pour le coup. Et qui marche. Quand tu qui marche, parce que je me la suis achetée, la robe, du coup, parce que j'y ai pensé le lendemain. Et moi, je le fais souvent sur des gros achats, en fait. Effectivement, sur des gros achats où tu te dis, bon, j'ai le budget, mais quand même, ça coûte cher, quoi. Enfin, il y a d'autres priorités, etc. Tu le chéris tellement plus. C'est exactement ça. Quand tu t'as une sensation de fierté de celui-là, il est acheté, mais c'est parce que je l'ai vraiment voulu, quoi. Mais Nina, on entend, c'est le défaut de ta qualité. C'est ton côté fonceuse, passionnée, qui te tire aussi vers le haut. Ce défaut qui tire vers le haut, finalement. C'est vraiment la réflexion que je mène en ce moment. C'est marrant que quand la boîte aura atteint un objectif que tu pourras te fixer, tu vois, à ce moment-là, tu diras, bon, OK, j'ai atteint ça, du coup, je vais me poser, en fait, sur la gestion en elle-même. C'est ça, sur l'optimisation. En fait, c'est ça, c'est que, tu vois, parce que je vois, pour optimiser des dépenses, encore... faut-il qu'il y ait quelque chose à optimiser, tu vois. Et tu vois, voilà. Donc, mais là, je pense que effectivement, dans cette deuxième phase, et ça me parle beaucoup ce que tu dis. Donc, merci pour cette analyse qui vient résonner dans à quel moment en fait tu décides de te dire, ok, la croissance, elle était bien, elle était là. Là, je suis plutôt dans une phase de volonté de stabilisation et du coup de régulation des coûts. Exactement. Et donc là, c'est pour tout en fait. Exactement. Et je trouve ça tellement dur d'être sur les deux fronts à la fois, enfin, en tant que qu'entrepreneuse, mais je pense que c'est valable aussi à l'échelle des personnes qui... c'est parfait. Cette vidéo sera ton rappel, cette émission sera ton rappel que tu dois faire ça dans les mois qui suivent. C'est clair, je vous dirai dans 6 mois qu'est-ce que j'ai optimisé comme... On attend l'épisode 2. Alors là, c'est la partie que je préfère. Sandra, toi aussi, j'imagine. C'est le moment de la grande roue de la non-fortune, puisqu'on parle argent, mais on ne gagne pas d'argent avec cette roue-là. Mais c'est drôle quand même, je te promets. Waouh! Non, mais franchement, vous avez créé la roue, quoi. La roue de Flouze. La roue de Flouze. J'adore. C'est trop bien d'avoir créé ça. Génial. On est avec des gens qui apprécient notre travail de longue haleine. Ah ouais, je trouve ça très, très fun d'avoir un Alors,
Je te propose de tourner la roue Ok. et de voir sur quel chiffre tu tombes. Oui. Je suis sur le 9. Le 9. Le salaire mensuel idéal pour toi. Ah bah, je me le verse déjà. En salaire ? Ouais. Je me verse 5 000 € par mois. Et pour Net. toi, c'est idéal parce que ça te permet de te sentir en sécurité, de te faire plaisir. Ouais. En fait, dans ce salaire, il y a l'enveloppe qui est faite pour les dépenses, c'est-à-dire le loyer, je sais pas, l'école de Léon, qui est mon fils, etc., les courses, etc. Donc ça, c'est à peu près 50%. Après, il y a 30% sur... Nous sommes sur la méthode 50-30-20, c'est Voilà. parfait. Voilà. J'adore Nina. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, il y a 20% donc, de loisirs, etc. Et il y a 30% que j'épargne. Mais Et donc, j'ai des prélèvements tous les mois de ce que j'épargne. Et donc, ça me permet, tu vois, de pas avoir à y penser. Donc, j'ai des prélèvements qui sont placés après. Voilà, sur mais des c'est ETF, canon, etc. 5 000, tu peux être très fier Donc, de ça, toi. c'est trop bien. Et pour le coup, je pourrais me verser plus rapport à ce que la boîte génère. Mais cet argent, au lieu de me le verser, je préfère le laisser dans la boîte et le bien sûr. réinvestir dans la boîte. Donc, je pourrais avoir plus, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, j'en ai pas besoin. Après, j'ai le confort de me dire que si ce mois-ci, j'ai envie de doubler, je peux le faire parce qu'il y a les vacances. Donc, ça arrive régulièrement. Disons que, allez, je fais entre 5 et 8, tu vois, en fonction des mois. C'est canon et surtout on comprend maintenant qu'avec ton tempérament, c'est pas forcément une bonne idée de se verser trop par mois et de se griller. Mais par contre, ce qui est trop bien pour les gens comme moi, c'est les prélèvements automatiques qui Ouais. vont en fait lutter contre toi-même. Bien sûr. C'est-à-dire que si t'es pas quelqu'un qui épargne facilement et tu arrives pas à t'y consacrer tous les mois, Bien sûr. fais-toi des prélèvements. Il y a des boîtes qui font ça très bien. Tu te prélèves, tu te places et puis c'est bon, tu vois. Enfin, donc c'est aussi lutter contre moi-même pour le coup. Et pareil, de la même manière, tous les mois, j'ai des virements qui partent automatiquement sur mes comptes. Ouais. Donc c'est pas moi qui dois, tu vois, penser Tu tous dois les pas y mois penser. Oui, à c'est faire les exactement virements. mental en moi. C'est ça, en fait, j'ai Bien les 5 cas qui descendent et en fait, il y en a 2 qui partent un truc avec mon mec, il y en a un qui part côté 2 qui partent côté plaisir et après le reste, il y en a certains qui restent en compte courant, etc. d'imprévu quoi, pas mal pour le coup. Alors, sur quoi tu vas tomber? Sur le 5. Alors le 5, tu as déjà eu des gros soucis d'argent? À part le prélèvement, les impôts qui viennent faire Au de la retour de saisie la sur roue. salaire, qu'on a déjà parlé. À part ça? Par ça, je vois pas. 2. 2. Tu as combien de côtés? Ça, tu y as répondu tout à l'heure. Ouais, j'ai répondu. Par contre, ce que j'ai pas répondu, j'ai pas parlé de mes placements ETF. Donc, je dois avoir à peu près 10 000 €, je pense, sur les placements C'est ETF. J'ai aussi un peu de crypto, mais vraiment très très peu parce que c'est très volatile, mais j'en ai quand même parce que voilà, c'est très volatile, mais C'est un jeu on et fait des que ça plus-values plaît, qui sont intéressantes. Et là, comme vous avez vu, il y a beaucoup d'argent dans la trésor de la boîte, ce qui n'est pas forcément bien parce qu'avec l'inflation, c'est pas bien en fait d'avoir, entre guillemets, je suis une mauvaise élève, d'avoir un compte courant avec autant d'argent. Parce que l'argent qui est sur ce compte, il perd de la valeur à cause de l'inflation. Et donc là, je suis en train de faire un gros placement IMO pour sortir de la trésor et faire fructifier cette trésor parce que pour le moment, elle rapporte rien. C'est de l'argent qui dort et ça rapporte rien. Donc voilà à peu près ce que je peux te dire. C'est déjà top. Retourne la roue. 8. 8. Tu reçois, le budget est parfait, tu reçois 500 000 €. Tu fais quoi? C'est littéralement l'argent de sa boîte. Alors, là, en l'occurrence, moi, j'ai envie de faire un placement assez sécure. Donc là, ce que je fais, c'est que je suis dans l'achat de la pépinière Ramène ta fraise, qui est un achat pro et qui va permettre d'avoir un espace pour que les femmes puissent se voir, se retrouver, avoir les conversations un peu comme celles qu'on a. Donc un achat immobilier. Donc je réinvestis, en fait, là, je réinvestis pour... je fais un achat immo. Alors, c'est pas ce qui rapporte le plus d'argent, mais c'est ce qui est le plus cohérent par rapport à la stratégie et à la vision de ma boîte. Aujourd'hui, j'ai des produits digitaux, mais j'aspire à ce que les femmes puissent se retrouver entre elles, créer des moments, créer des expériences. Et donc, le fait d'avoir un lieu pour le faire. Là, je dirais qu'il y a à peu près, on va dire, il y a une banque qui m'accompagne aussi, donc voilà, on va dire qu'en tout, moi, ce que je mets, c'est à peu près 200 000 €, donc il en reste 300. Sur les 300, qu'est-ce que je fais? J'en mets probablement 200 quelque part sur un compte que je fais
Sur un compte offshore, allez. Non, pas un compte offshore. Un compte, c'est qui rapporte entre... Nina va sortir avec un contrôle fiscal de cet épisode. Non, pas du tout. Non, tout est hyper clean. Et la Suisse, c'est un joli pays. Non, je le mets je le place, je sais pas, entre 6 et, entre 5 et 10%, tu vois, en fonction des placements. Donc, je le place plutôt ETF, etc. Donc là, ça diversifie. Et puis... avec les 100 qui restent, je pense que j'investis sur le développement d'un nouveau produit, je pense, pour la boîte. Tu vois, je me dis, OK, on a accompagné 10 000 femmes lors du dernier challenge à publier sur LinkedIn. Bon, bah, si on prend 50 000 euros et un challenge avec 10 000 femmes, ça coûte à peu près entre 20 et 50 000 euros pour le faire. Bah, OK, je me dis, OK, avec ce budget-là, qu'est-ce qu'on peut faire qui peut aider un maximum de femmes ? Et donc, en l'occurrence, on avait déjà fait le challenge, mais je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire ? Un truc que je rêverais de faire, là, par exemple, c'est le gala Ramène ta fraise, donc le gala de charité Ramène ta fraise. Et donc, j'adorerais, sur une semaine, avoir un événement par jour et faire connaître des associations, tu vois, une fois par jour. Voilà, bref, ça fait partie des choses que j'aimerais faire. Elle nous a même pas sorti des petites vacances au soleil. Mais c'est ce que j'allais dire. Et à titre perso, tu pars pas un peu en vacances ou... À titre perso, qu'est-ce que je ferais ? Nina, elle incarne tellement Mais bizarrement, j'ai des goûts assez... en fait, c'est paradoxal parce que c'est vrai que je vais pas mal dépenser pour ma boîte. Mais à titre perso, en fait, moi, ce que j'aime, c'est vivre des expériences. Donc peut-être que je me prendrais, je sais pas... C'est marrant parce que c'est ce que je travaille avec ma coach en ce moment. C'est la capacité à me faire plaisir, tu vois. C'est en fait à quel point tu arrives aussi à profiter de ce que tu fais, de l'argent que tu génères. Tu vois, c'est marrant, mais je pense que c'est un de mes axes de progression. Et recevoir. Ouais. C'est pas facile quand on est toujours dans cette poursuite en tant qu'entrepreneuse. Moi, je note qu'on aura donc 2 inaugurations potentielles. Qu'est-ce qu'on va mettre ? On va s'acheter. Je sais pas, on va voir, on va réfléchir, mais on va être là par contre. Allez, tourne une dernière fois la roue. On est sur du 5. 5, tu l'as déjà fait. Ouais. Ah oui. Alors, 1. Combien coûte ton logement ? Loyer si locataire et prix si proprio. Alors, j'ai déjà un bien qui m'appartient, mais que j'ai mis en location. Donc ça, c'est déjà le cas. Et j'en ai un que je loue. Donc, le prix de mon loyer, c'est ça la question ? On te pose des questions. Le prix de mon loyer, c'est 2 000 euros par mois. Bon, j'habite à Paris. Ok, et oui, Paris. On est à 2 dedans. On est à peu près 80 mètres carrés dans le 11e. Ah, c'est un quartier qui est génial. Oui. Merci beaucoup, Nina. Cet épisode était... exceptionnel. C'était génial. Merci de ta franchise, de ton authenticité. C'était vraiment top. Merci à vous. C'était avec grand plaisir. On retient plein de choses. On se sent motivé. On a envie de repartir soudés aussi. Et puis, on a bien ri. On a passé un super moment, j'ai l'impression. Merci à toutes les deux. C'était un plaisir d'être là. Et merci de faire une émission qui parle d'argent et qui rend visible toutes ces problématiques, qui enlève les tabous, qui font qu'on n'a pas honte de ne pas réussir à gérer ses budgets. Et je trouve que c'est d'utilité publique, donc bravo à vous. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode de Flouze vous a intéressé, diverti et surtout que vous avez noté les bons conseils de Sandra. N'hésitez pas à vous abonner à la page Instagram, YouTube et TikTok de Before Bank pour suivre avec attention les prochains épisodes. À très vite. Je fais des caches du Flouze, je fais des caches du